Merci Madame la Présidente. Chers collègues, si vous me permettez, dans le laps de temps qui m'est imparti, je vais faire dans le début de mon intervention un tout petit peu de pédagogie, car si autour de la table certains sont des spécialistes du droit du travail, d'autres peut-être le connaissent sans trop le connaître, et c'est pour ça que pour bien comprendre l'esprit de cette proposition de loi, je me permets de faire un peu de pédagogie. Un contrat de travail peut être rompu par 3 personnes différentes. Tout d'abord, par l'employeur. C'est ce qu'on appelle le licenciement. Alors, il peut y avoir un licenciement sans faute du salarié. Prenons le cas, par exemple, d'un licenciement pour inaptitude suite à une maladie. Il n'y a pas de faute et pourtant c'est un licenciement. Ou un licenciement pour faute du salarié. Et là, le Code du travail a créé ce qu'on appelle la cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est-à-dire des faits qui doivent être objectifs, des faits qui doivent être exacts et assez graves pour justifier la rupture du licenciement. Et puis ensuite, le législateur a créé une échelle de rupture du fait de l'employeur, avec soit ce qu'on appelle donc la cause réelle et sérieuse de licenciement, soit la faute grave, soit ce qu'on appelle la faute lourde. Et sur chaque faute, il y a des conséquences concernant les indemnités de départ du salarié. Le deuxième mode de rupture, créé il y a quelques années par le législateur, c'est la rupture à l'initiative des 2 parties. Les 2 parties se mettent d'accord. Avant, on appelait ça un licenciement à l'amiable. Depuis, on appelle ça une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle est donc signée par les 2 parties avec un délai de réflexion qui est laissé aux 2 parties, puis une validation par l'inspection du travail qui ne regarde pas le fond du dossier mais qui regarde si les modalités de la rupture sont correctes et donne son aval. C'est une fois que l'inspection du travail a donné son aval que la rupture est effective. Pour votre information, on a noté l'an passé plus, si je ne dis pas de bêtises, d'1 300 000. Je n'ai plus le chiffre exact de rupture. Mais de rupture conventionnelle, 1 300 000 ruptures conventionnelles, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment quelque chose qui a pris et qui évite des contentieux, puisque lorsqu'il y a rupture conventionnelle, le salarié sera pris en charge par l'assurance chômage. Restent ensuite les cas d'initiative prise par le salarié. Il y avait dans son temps ce qu'on appelle la démission. Alors, la démission n'a pas été définie par le Code du travail. On a simplement dit que pour démissionner, il fallait quelque part qu'il y ait une manifestation de façon claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail. Mais cette démission, qui n'avait pas de forme non plus, entraînait au salarié le fait d'exercer son préavis, ce qui n'était jamais facile lorsqu'il avait démissionné. Et est arrivée une création jurisprudentielle, une définition jurisprudentielle de ce qu'on a appelé la prise d'acte de rupture. C'est-à-dire que c'est une brusque démission parce que le salarié reproche à son employeur des manquements fautifs et donc il décide ce qu'on appelle de prendre acte de la rupture de son contrat. Et cette prise d'acte derrière, il la traduit par la saisine du Conseil de prud'homme qui va statuer pour savoir si cette prise d'acte correspond à une démission ou si cette prise d'acte correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si le juge décide qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans ces cas-là, le salarié aura le droit à ses indemnités de départ payées par son employeur et la prise en charge pendant toute la durée de la procédure de l'assurance chômage par Pôle emploi. Si le juge statue en disant non, vu les éléments, il s'agit d'une démission, j'allais dire le salarié n'aura rien et n'aura rien eu. Ça, c'était ma première partie. Donc, une fois que je vous ai dit ça, la procédure prud'homale, vous la connaissez ou peut-être vous ne la connaissez pas. Très rapidement, lorsqu'on saisit le juge, on appelle ça au fond,
il y a une procédure qui se fait en 2 étapes principales. Une étape qui s'appelle la conciliation. Sachez que devant le bureau de conciliation, on n'entre pas dans les faits du dossier. C'est-à-dire que c'est une audience qui est faite de discussion. Certains même parlent de marchandage de tapis. C'est-à-dire qu'on est là pour dire, voilà, combien je vous donne si vous arrêtez votre procédure. Combien vous appréciez ce que je dois vous donner pour que vous arrêtez votre procédure. Mais en aucun cas, lors de l'audience de conciliation, on rentre dans le fond du dossier pour savoir si l'employeur ou le salarié a raison. S'il y a une conciliation, les statistiques sont simples, entre 10 à 15% des dossiers sont conciliés aujourd'hui, l'affaire est terminée. S'il n'y a pas conciliation, elle est renvoyée devant le bureau de jugement qui va statuer au fond. Alors, j'ai réservé à votre commission un exemple qu'un des interlocuteurs nous a donné, que j'ai trouvé assez remarquable et que je veux vous faire partager. On est dans la section encadrement. Donc c'est un cadre qui s'est fait licencier pour quelque chose qui est très discutable. Et donc ce cadre s'est fait licencier au mois de juillet 2013. Il saisit le conseil de prud'homme de Nanterre en septembre 2013. Donc je vous ai expliqué la procédure. Convocation devant le bureau de conciliation le 10 février 2014. Ce jour-là, il n'y a pas eu conciliation. Donc il est reparti avec un papier où on lui a dit, voilà, votre affaire sera donc plaidée devant le bureau de jugement le 8 septembre 2016. C'est-à-dire, et c'est pas je vous invente rien, j'ai le bulletin de renvoi. Ce qui veut dire qu'entre le moment où il a été licencié, c'est-à-dire licencié au mois, je vous l'ai dit, au mois de juillet 2013, il a saisi le conseil de prud'homme en septembre 2013, son affaire sera plaidée le 8 septembre 2016. Mais il n'aura pas la décision. Parce que suite aux plaidoiries, les juges ensuite vont mettre l'affaire en délibéré, délibéré qui dure avec une durée incertaine, on va dire 8 semaines en moyenne, même plus, ce qui veut dire qu'il n'aura pas sa décision avant fin 2016 pour une affaire qui est entrée en 2013. Voilà l'état aujourd'hui de la procédure prud'homale que certains d'entre nous connaissent particulièrement bien. Si d'autres ne la connaissent pas, c'est une réalité. Alors, on en revient à ma proposition de loi. Si le salarié décide, pour des manquements fautifs de son employeur, de démissionner, donc de rompre son contrat, de faire une prise d'acte de rupture, comme je vous l'ai dit, définition faite par la Cour de cassation en 2003, et de saisir le conseil de prud'homme. Il faudra donc qu'il attende, dans certains cas, plus de 3 ans, pour savoir si sa rupture est requalifiée par le juge comme un licenciement ou comme une démission. Et le problème, c'est qu'entre le moment où il a fait sa prise d'acte et le moment où il est jugé, il est pris en charge par personne. Pôle emploi considère qu'il s'agit dans un premier temps d'une démission, donc ne prend pas en charge le salarié jusqu'à ce que le juge tranche. Donc souvent, les salariés qui sont dans cette situation vont se retrouver au bout d'un certain temps au RSA et sans aucune ressource, les mettant dans une situation d'une précarité énorme. Ça, c'est une réalité. Alors, lorsque des salariés font une prise d'acte ou veulent faire une prise d'acte et qu'ils sont conseillés en amont, et c'est des interlocuteurs qu'on a entendus qui nous l'ont confirmé, on va leur dire surtout ne faites pas une prise d'acte de rupture, surtout ne faites pas une prise d'acte de rupture, trop dangereuse pour votre situation personnelle, restez chez votre employeur, mais par contre, vous allez faire ce qu'on appelle une demande auprès du conseil de prud'homme de résiliation judiciaire du contrat. C'est-à-dire qu'on va demander au conseil de prud'homme de statuer s'il y a manquement fautif ou pas de l'employeur, mais pendant ce temps, le salarié reste au sein de la société ou de son employeur. Ce qui veut dire qu'au jour du jugement, si le conseil de prud'homme estime qu'il y a vraiment des faits fautifs, il y a rupture du contrat avec indemnité, mais durant tout le temps de la procédure, le salarié sera resté au service de son employeur.
Si le Conseil de prud'homme estime qu'il n'y a pas de fait assez important pour juger la résiliation judiciaire du contrat, le salarié restera au sein de l'entreprise. Ce que je viens de vous dire, c'est un prof de droit qui pourrait vous l'expliquer. La réalité, bien sûr, est tout autre. C'est que vous imaginez bien qu'un salarié qui décide d'aller au prud'homme et de demander la résiliation judiciaire du contrat ne peut plus, la plupart du temps, se retrouver au sein de son entreprise sans avoir le regard de son employeur, sans avoir éventuellement des pressions qui sont légitimes par rapport à la requête qu'il a faite. Et la plupart du temps, que font les salariés? Ils sont en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif. Et quelque part, à la fin de cette affaire, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils sont dans un tel état qu'il leur faut pas mal de temps pour recouvrer, j'allais dire, une situation saine afin de retourner dans le marché du travail. Donc, cette proposition de loi s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire procédure prud'homale qui est longue et inadaptée, et il faut une procédure dérogatoire nécessaire. Alors, ce que je veux dire, je suis dans les temps, Madame la Présidente, vous me le dites. Ce que je veux dire, c'est que déjà une satisfaction, et sans vanité, en toute humilité, on a, de toutes les auditions qu'on a eues, eu tout d'abord l'assentiment de l'ensemble des organisations syndicales, c'est-à-dire toutes les organisations syndicales soutiennent cette proposition qui revient, lorsqu'il y a rupture du fait du salarié de son contrat de travail, de pouvoir être jugé par le Conseil des prud'hommes dans le mois qui suit la saisine. Alors nous n'avons pas inventé cette procédure est déjà existante en droit du travail. C'est une procédure qui existe lorsqu'il y a requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces cas-là, la procédure prud'homale prévoit que l'affaire est jugée dans le mois qui suit. Donc nous avons repris cette procédure pour que ce soit jugé dans ce mois qui suit. Donc, assentiment de l'ensemble des organisations syndicales. En ce qui concerne les organisations patronales, le MEDEF nous a dit son opposition. La CGPME était un peu plus mesurée, car certains employeurs n'aiment pas bien non plus cette procédure actuelle concernant la prise d'acte de rupture, car lorsqu'un salarié prend acte de la rupture, saisit le prud'homme et fait une demande, je veux dire une bêtise, de 70 000 €, cette somme-là et cette demande doit être provisionnée en bas de bilan par les entreprises, ce qui peut poser pour certaines quelques problèmes. C'est la raison pour laquelle on a eu cette petite divergence. Par contre, toutes les organisations syndicales nous ont donné un satisfecit sur cette idée. On a eu aussi un assentiment de tous les praticiens du droit du travail que l'on a pu rencontrer, et je dois vous dire, praticiens qui défendent des salariés ou praticiens qui défendent des employeurs. Tous nous ont dit l'inadéquation de la procédure de la résiliation judiciaire, mais que, faute de mieux, c'était pour certains ce qu'ils conseillaient à leurs clients. On a eu aussi l'assentiment du président du Conseil supérieur de la prud'homie, M. Merle, qui a été à l'origine de la rédaction du nouveau Code du travail et qui nous a fait deux remarques. Donc, éviter de faire de la prise d'acte une catégorie à part entière et puis se placer sur le plan strictement procédural. Après avoir rediscuté, vous verrez qu'un amendement que nous avons co-rédigé avec mon collègue Denis Robillard vous sera proposé pour tenir compte de certaines remarques qui nous apparaissaient fondées, notamment par rapport à la structuration du Code du travail. Il y aura aussi un amendement rédactionnel sur le titre de la proposition de loi que je vous soumettrai. En tout cas, vous voyez que c'est une proposition de loi qui est attendue et par les professionnels, et par les organisations syndicales, et par les juges prud'homaux. Donc je crois que, pour conclure, c'est un signe important qui est donné par rapport au Conseil de prud'homme et à la procédure prud'homale, qui avait fait déjà l'objet d'une discussion au sein de notre Assemblée et qui mérite vraiment, dans les années qui viennent, à ce qu'on se penche dessus. Je sais que Madame la garde des Sceaux et Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi regardent ça de très près. Je crois que c'est extrêmement important.
On ne peut pas admettre aujourd'hui deux choses, et ce sera ma conclusion, et je m'adresse à des députés. On ne peut pas admettre aujourd'hui que des juges n'appliquent pas la loi. Et on a des cas où la loi, notamment en termes de procédure, n'est pas appliquée, c'est insupportable. Et je crois qu'il faut que vraiment on se rende compte que si on vote des lois, c'est pour qu'elles soient appliquées et non pas pour qu'elles soient détournées, contournées, voire même mises de côté. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des salariés en détresse et on ne peut pas comme ça accepter qu'à cause de questions procédurales, ils n'arrivent pas à ressortir la tête de l'eau et à repartir dans la vie professionnelle de plus belle. C'est l'objet de cette proposition de loi. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur.